Bonjour à tous, merci de nous regarder à Boké, Koubia, Mamou, Mandiana, Labé, Kankan, Zérekore ou encore Beila. Nous sommes le 2 octobre 2025. Oui, il y a 67 ans, un 2 octobre 1958, la Guinée accédait à sa pleine et entière souveraineté à travers un vote historique qui lui-même a été une inspiration pour de nombreux pays aspirant à l'indépendance. 67 ans après, la Guinée de Sékou Touré et de tous ses compagnons d'indépendance est debout. Le rouge jaune vert se dresse fièrement partout dans le pays. La fibre patriotique n'a pris aucune ride. La Guinée assume son choix et d'ailleurs le pays s'inspire désormais de son passé pour construire son avenir, comme pour dire que le chemin tracé au lendemain de l'indépendance était le bon. La seule voie pour atteindre notre souveraineté économique. Pour ce plateau spécial avec d'éminents invités qui se succéderont ici jusqu'aux portes de 12 heures, nous revisiterons ce passé glorieux, mais aussi tenter de nous tourner vers l'avenir, un avenir qui s'annonce radieux. Aujourd'hui, la Guinée est l'une des économies les plus dynamiques du continent, avec beaucoup de grands investisseurs et investissements du monde qui arrivent de partout. Le méga projet Simandou et son programme Simandou 2040 en sont de parfaites illustrations. Avec moi sur ce plateau spécial, Makeme Donzo, bonjour. Bonjour Mamadou Alpha, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et bonne fête. Bonne fête à toi aussi. Bonne fête à tous les Guinéens. Bonne fête à tous les Guinéens. Pour ce premier plateau, nous avons le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir le professeur, l'éminent professeur Ali Badra Doucouré. Il est le tout premier recteur de la grande et célèbre université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Bonjour, professeur. Bonjour, mon cher ami. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être là si tôt. Bonne fête à vous aussi. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous regardent, donc merci à toute cette équipe aussi qui est derrière les caméras, à la régie un peu partout, qui s'active pour que nous puissions vous atteindre dans vos salons un peu partout. Vous pouvez nous regarder sur nos canaux digitaux. Professeur, pour démarrer 67 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? 67 ans, on n'est plus un bébé, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Oui, absolument. Mais je ne me serais pas dédouané si je n'allais pas commencer ce 2 octobre par des hommages. Oui. Hommage à nos aînés qui, le 2 octobre 1958, ont proclamé la République de Guinée. Bonne fête à tous les Guinéens, à toutes les Guinéennes et à tous les étrangers qui vivent sur le territoire national. Ouais. Lorsqu'on a 67 ans, on n'est plus dans les couches. Ouais. On est déjà debout. Ouais. Et pour un pays qui a, pendant 26 ans, été le seul à avoir confronté l'histoire, à avoir tutoyé l'histoire, c'est dire que c'est un pays qui est passé par des hauts et des bas. Ouais. Pour en arriver ici. Donc, il en a tiré des leçons. On peut dire donc, selon votre propre conclusion, que nous ne sommes plus dans les enfantillages, nous sommes dans le sérieux. Oui, et là, le 2 octobre 1958, la date de notre indépendance, ça a été une victoire collective. Ce n'est pas seulement le président Sékou Touré qui était là, mais il était accompagné par des patriotes aussi. Est-ce que, parce que 1958, vous étiez là, certes, vous étiez jeune, et Dieu vous a donné la chance. Maintenant, là, après 67 ans, vous êtes toujours là. Ça, c'est une grâce. Est-ce qu'en 1958, les compagnons du président Ahmed Sékou Touré, vous pouvez dire quelque chose sur ces compagnons parce qu'ils n'étaient pas seuls? Et on voit beaucoup de photos avec vous, là. Oui, je sais que ça va arriver. Hein. Oui, je suis arrivé, je suis venu avec des reliques, comme on les appelle quelquefois. Une toute première photo. Ouais. Vous pouvez juste, voilà, tourner comme ça, parce que là, toute première photo. On voit le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Oui.
le président Ahmed Sékou Touré, et en fond, un monsieur qui est très lié à l'histoire de la Guinée, mais dans les zones d'ombre qu'on appelle Fokar. Ouais, le célèbre Fokar. Le célèbre Fokar était là depuis que le président Sékou Touré recevait le général de Gaulle en 1958, le 25 août. Il était déjà là. Ils étaient là pour préparer les choses, pour essayer de voir ce qui est possible pour qu'on choisisse un autre chemin à l'époque. Pour savoir est-ce que vraiment on allait contraindre la Guinée à faire un autre choix. Je suis venu avec une autre photo. C'est également une photo où il y a le président de l'Assemblée territoriale d'alors qui allait devenir l'Assemblée constituante pour mettre en place la première constitution de la Guinée. Et là, Saïfoulaye Diallo. Et là, sur cette photo, vous avez donc Saïfoulaye Diallo, le président Sékou Touré et le général de Gaulle. Et sur cette photo, vous avez le président Sékou Touré. On voit Saïfoulaye derrière. Non, sur la même ligne. Saïfon est là. Le général est au milieu et Sékou Touré est là. Ça c'est la photo du 25 août. Ça, c'est le fameux discours. Ça, le fameux discours. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire un tout petit recul lorsque l'on parle de souveraineté et surtout lorsque l'on parle d'économie? Parce que le 25 août, où il y a tous les trois discours, El Hadj Saïfoulaye, Sékou Touré et le général de Gaulle, en un seul document, vous avez tout ce que vous pouvez rechercher sur la Guinée d'hier à aujourd'hui. On dit communément chez nous que si tu as oublié d'où tu viens et tu ne sais pas là où tu es et tu n'as jamais pensé à là où tu vas, alors assieds-toi, tu es perdu. Nous les Guinéens, nous savons d'où nous venons, nous savons où nous sommes et nous savons également où nous allons. Surtout à l'époque, tout était à faire, ce n'est même pas à refaire ou à corriger, il n'y avait rien. Tout était à faire. On parle de patriotisme économique. Patriotisme économique. C'est une façon complexe de parler d'une seule et même réalité. Patriote. Dans patriote, patriotisme, tu as patriote. Or, à l'époque, il fallait que nous ayons une patrie. Et dans le discours de la Guinée, le 25 août, nous avons défini quelle était notre patrie. Juridiquement, nous étions des citoyens français. Et notre territoire était le prolongement de celui de la métropole. Les Guinéens ont affirmé que nous sommes des patriotes africains et que notre pays ne saurait être le prolongement de tout autre pays extérieur à la Guinée. Alors, Elhadj, avant d'accéder à l'indépendance, il y a eu des discours. Il s'agit ici d'abord du discours du 25 août, mais après le discours du 25 août, il y a eu aussi des réunions qui ont préparé l'esprit des Guinéens. Je parle ici du 14 septembre et le 18 septembre. Ce jour, concrètement, comment étaient les Guinéens? D'abord, il y avait une ferveur. Parce que les gens oublient souvent, lorsqu'ils parlent d'économie, qu'il y a quelque chose de plus élevé que l'économie. C'est la conscience. Et les Guinéens avaient réussi à conscientiser les gens de chez nous. Jeunes, femmes, vieux, tout le monde était conscient. Chacun savait ce qu'il devait faire. Ils savaient d'abord que nous avons été dominés, que nous avons été soumis et que nous étions exploités. Et qu'il fallait que nous sortions de la domination, de la soumission et de l'exploitation. 60 ans durant, après 1898, 60 ans après, pour la première fois, la métropole envoyait son premier représentant en Guinée. Pour demander et grand victorieux de la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Et il était patriote français. Et c'est pour cela, les Guinéens, qui étaient nos porte-parole, ils se sont présentés à lui
comme étant des patriotes africains. Ils ont parlé au nom de l'Afrique. La Guinée est une portion de l'Afrique. Ouais. Pour répondre donc directement à votre question, il y a eu d'abord ce conciliambule depuis les années 50 jusqu'en 1957 où pour la première fois la Guinée a créé le premier conseil de ministres présidé par un Guinéen qu'on appelait Sékou Touré. Et je suis venu justement avec une photo des députés de l'époque. Wow. Le seul qui n'est pas là, c'est Mignan. Mignan, le français. Tous les autres Guinéens, ils sont là, côte à côte. Ouais. Et il y a qui et qui là? Il y a, je ne vais pas aller systématiquement. Ouais. Il y a Biavougui Lansana. Ok. Il y a Alioune Dramé, ministre des Finances, à 27 ans. Vous avez Bari Diawadou. Vous avez Bari Troua. Ils sont là sur cette photo. Ouais. Alors, et là, je rappelle, Makeme, après, avant votre question, c'est qu'on aura aussi en direct la cérémonie qui va se dérouler à Kaloum avec le dépôt de la gerbe de fleurs. On voit déjà qu'il y a du beau monde de ce côté. Les images défilent de temps en temps à l'écran. Donc après, on marquera une courte pause, le temps de nous diriger là-bas pour suivre la cérémonie solennelle dès que le chef de l'État arrivera sur les lieux. Oui, vous pouvez poser la question. Oui, en 58 et l'âge. Parce que, est-ce qu'en 58, il y avait des partis politiques? Des partis politiques ont voté non, ou bien tout le monde était dans le même paquet de oui? Parce que les gens retiennent souvent le 14 septembre, où tout le monde attendait que la Guinée prenne position. Jusqu'au 14 septembre, nous nous battions pour une interdépendance. Passer de la dépendance imposée à une interdépendance choisie. Mais à partir du 14 août, nous avons, après avoir subi toutes les pressions, tous les autres territoires, le Soudan français qu'on appelle Mali aujourd'hui, le Sénégal, tout le monde a fait pression pour sur la Guinée, pour ne pas que la Guinée aille vers l'indépendance. Nous avons proposé au général. Et le général, on a vu qu'il est en train de tutoyer, de tituber, etc. Nous avons pris nos responsabilités. Et ça avait surpris plus d'un quand même dans la sous-région notamment. Totalement, parce que les autres colonies, on a dit mais ils ont les 8 colonies, je vous donne un exemple pour rebondir sur votre appréciation. Le Sénégal, qui était sur la liste pour que le général de Gaulle, après la Guinée, aille visiter. Les principaux responsables étaient absents. Senghor n'était pas là, Mamadou Dia n'était pas là. C'est Waldio Ndiaye qui a reçu le général. Alors que chez nous, c'est Sékou en face à face, Saïfon en face à face qui ont reçu le général. Donc, dans la nuit du 17 au 18 septembre, les partis de l'opposition, en particulier les plus virulents, ou bien les plus en vue, BAG et la SFIO de Bari 3, ils ont rencontré le président Sékou, Saïfon et Damantan Kamara. Et on a signé ce qu'on appelle les accords de l'hôtel de ville de Conakry, d'après lesquels, eux, ils disent, nous allons te rejoindre, toi, Parti démocratique de Guinée. Et nous tous, nous allons dire non. C'était démocratique. C'était complet. Donc, toute la Guinée. Oui, c'est pour dire que, au fait, les partis politiques, c'était des adversaires, mais ils n'étaient pas des ennemis. L'intérêt ici, c'était la Guinée. Et le jeu politique, il a existé depuis ce jeu démocratique. Ces alliances, l'intérêt commun. Oui, pour rebondir à ça, c'est pour cela que les gens, beaucoup de personnes font une mauvaise appréciation. Le parti unique n'a pas été imposé à la Guinée. En Guinée, n'a pas été imposé en Guinée. Ce sont les autres qui sont venus et qui se sont fondus dans le Parti démocratique de Guinée. Ils ont dit... Et la démocratie était à l'interne. Était à l'interne. Ouais. Parce qu'il y avait des débats houleux. Hein, débats houleux. Et puis, il y a eu des pertes d'hommes à l'époque. Je crois que c'est Aragon qui a dit lorsque le pays est confronté à des difficultés, chaque jardin, chaque ruelle
arrachés à des mains cruelles. Chaque silo, chaque verger, repris aux mains des étrangers. Il faut libérer ce que l'on aime, soi-même, soi-même. Tu ne peux pas libérer ce que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas libérer ce que tu aimes si tu ne l'aimes pas. Ouais. Et il faut être patriote pour pouvoir l'aimer intimement, du profond de ton propre cœur. Et ce sont des patriotes, donc, ils ont dit, le général qui vient nous rendre visite, c'est un patriote. Nous l'avons vu à la tâche. Il sera juge et témoin. Ça se trouve dans le texte. Juge et témoin. Il connaît la valeur des Africains que nous sommes. Mais nous allons nous présenter à lui comme étant des patriotes. Nous ne nous sommes pas présentés comme étant des citoyens. Oui. Et professeur, c'est vrai qu'il y a eu tout ce travail en amont, préparer le vote, les discours, la réception du général, le jour du vote. Mais au lendemain de l'indépendance, quand on a dit alors on vous rend ce bébé, on vous rend votre Guinée, on était là face à notre destin maintenant. C'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi à l'époque? Et là, est-ce que c'est pour... Parce que je me dis, quand la Guinée disait non au président français, la sous-région n'était pas d'accord. Parce qu'ils avaient pitié de la Guinée. Parce que l'indépendance égale se prendre en charge. Est-ce qu'ils se disaient la Guinée ne peut pas, ou bien c'était autre chose? Qu'est-ce qui ne clochait pas? Excellente question, Makeme. Les autres territoires, la base, la masse, la population, ils étaient tous au même diapason que la masse de la Guinée. Mais c'est les dirigeants en haut, d'en haut, qui n'étaient pas avec. Parce qu'ils avaient peur, je vous ai dit déjà. Une sorte de saut dans l'inconnu. Non, nos voisins, ils n'ont même pas reçu le général de Gaulle. Ils étaient absents. C'est le ministre de l'Intérieur qui a reçu le général de Gaulle. Ils avaient peur ou pourquoi avoir peur? Le grand général de Gaulle, c'était pas facile. Bon. Hein. Il fallait oser pour le regarder en face. Il fallait être... Et quel âge ils avaient? Le président Sékou, en 58, il avait 36 ans. 36 ans, oui. Saïfon avait 35 ans. Ce sont donc des jeunes de 36 et de 35 ans qui ont pris leurs responsabilités devant l'histoire. Ça se trouve dans le texte. Prendre notre responsabilité pour que l'histoire demain nous juge. Et l'histoire est en train de les juger aujourd'hui et de leur rendre raison. Donc, pour répondre frontalement à ta question, lorsqu'on dit ceci ou cela, les masses, parce que c'est le Rassemblement démocratique africain qui a été, si vous voulez, la cuvette dans laquelle on a cuit la carotte. Donc, tous ces territoires-là, les masses avaient été conscientisées. Mais seule la Guinée avait réussi à prendre des actes concrets. Par exemple, un acte absolument concret. C'est l'administration. À partir du moment où le gouvernement a été mis à la disposition de la Guinée, la loi Gaston Defferre, la première chose on a dit, qui supporte l'administration française? C'est les chefs de canton. On a dit à partir d'aujourd'hui, les chefs de canton, vous êtes destitués. On a donc destitué les chefs de canton. Et on les a remplacés par des gens qui militaient pour le parti. On a créé les postes administratifs. Donc, entre 57 et 58, déjà la Guinée était en ordre de marche. Tout ce qui pouvait supporter le pouvoir colonial. Et les dirigeants en harmonie avec les masses populaires. Complètement. Ce que je voulais dire là, il n'y avait pas d'armée, vous l'avez dit, il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait même pas d'hymne national. Pas du tout. Il n'y avait pas de drapeau. Tout était à faire là. Oui, tout était à faire parce que, encore une fois, les gens se trompent. Il n'y avait même pas d'argent. Pas d'argent. Et pas d'enseignants, vous qui êtes professeur, vous pouvez encore... Exact. Moi, j'étais élève à cette époque. Et donc, tout ce que vous voulez sur ce qui a été fait le lendemain du 2 octobre, se trouve dans ce qu'on peut appeler discours-programme. Et pour parler comme les jeunes de maintenant, vous retrouverez dans ce document ce qu'on appelle le modèle structurant à partir duquel
la Guinée s'est développée à partir du 2 octobre. Pourquoi? Parce que dans le texte qui se trouve ici, prononcé par le président Sékou en particulier, il a dit tout ce que nous voulons faire dans le cadre d'une interdépendance, c'est d'abord décoloniser. Décoloniser les hommes, décoloniser l'économie, décoloniser l'administration. Si les Guinéens continuaient à être complexés, s'ils étaient en dessous, d'en dessous, par rapport à l'occupant, si tu n'arrivais pas à déchaîner le Guinéen, l'Africain de Guinée, il ne pourra pas construire la coexistence avec d'autres. Et là, dans la semaine du 3 octobre, parce que le 2, on était maintenant indépendant, le 3 octobre, est-ce que l'école continuait? Parce que les enseignants, ce n'étaient pas des Guinéens, c'était des enseignants blancs qu'on avait. Maintenant, la semaine, ça travaillait en Guinée ou bien c'était une pause? Là également, Makemet, c'est une bonne appréciation. En règle générale, en Guinée à l'époque, c'était l'administration des services sociaux qui était occupée par les Blancs. Autrement dit, dans une école comme la mienne, le directeur s'appelait Monsieur Mignon. Mais les enseignants étaient des Guinéens, dont mon père. C'était des Guinéens. Mais une fois que M. Mignon n'est pas là, pendant qu'il était là, tout marchait. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que ça ne va pas marcher, parce que lui, il n'est que le directeur. Il est parti. Il ne donnait pas coup. Et ils étaient tous partis, après, ils sont tous partis? Il y en a qui sont restés? Oui, quasiment, ils sont tous partis, mais quasiment, il est resté certain, et les Guinéens doivent les garder dans la mémoire. D'accord. Il y a un qui s'appelle Jean Surécanal. Celui qui a écrit le livre « La République de Guinée ». Et dans ce livre-là, vous trouvez tout le condensé de l'histoire de la Guinée coloniale jusqu'à l'indépendance. Et toutes les options qui ont été faites par les plans. Le plan triennal, le plan septennal et le plan quinquennal. Vous le retrouvez dans la République de Guinée. Pour retomber un peu dans ce qui est un peu économique. Mais est-ce que c'était facile en ce moment, Elhadji? Parce que le programme a été changé. Le programme a été immédiatement changé. Pourquoi? Parce qu'en disant nous allons décoloniser les hommes, l'économie et l'administration, nous avons renoué avec la culture et la civilisation africaine. Nous avons cessé de dire nos ancêtres les Gaulois. Ah, c'était... Ah oui, le cours d'histoire. Donc, il a fallu reprendre tous les programmes d'enseignement de la première année à la dernière année du lycée. Parce que nous n'avions pas encore d'université. Figurez-vous que déjà, ils avaient en perspective de créer l'université guinéenne. En 1960-61, l'université guinéenne était en place. On n'avait pas d'université. Les gens, pour aller faire l'école supérieure, étaient obligés d'aller à Dakar. Et ceux qui avaient de l'argent allaient en France. Je vous fais rire un peu, parce que moi, je suis un enseignant. Un de ceux qui avait été en France, à son retour, il avait une licence en droit. Et il ne parlait que français, y compris dans sa propre famille. Et il a dit à son papa, il dit Baba, il faut interpréter ton gombeyo, parce que c'est un qui t'a fait ma photo ruinée. Donc, effectivement... Il dit c'est un bon sousou. Ah oui. Et je ne dis pas son nom parce que c'est mon nom. C'était Donc, tout le personnel, si vous voulez, d'un certain niveau, était français et ils sont partis. Mais il y a eu des Africains qui sont venus à la rescousse. Et parmi les Africains qui sont venus à la rescousse, il y a Kizerbo, professeur d'histoire, et sa femme, qui était professeur d'anglais. Ensuite, il y a les Haïtiens, venus de Haïti.
pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Oui. Haïti a été le premier pays noir qui a pris son indépendance. Ouais, ouais. Et en prenant son indépendance, c'est Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, qui n'ont jamais été dans une école militaire, dans une école guerrière. Et à l'époque, la flottille française était l'une des plus fortes de la terre. On a envoyé une flottille pour aller réimposer l'esclavage à Haïti. Et les Noirs, Toussaint, Jean-Jacques Dessalines, ils ont vaincu cette flottille. Et ils ont conservé l'indépendance de Haïti. On va, si tout se passe bien, essayer d'aller un peu sur ces images en direct depuis la place des Martyrs à Kaloum pour nous permettre de recevoir notre second invité qui va venir avec vous. On va essayer un peu de partager les choses. Si on me suit du côté de la technique, on va essayer juste de permettre à notre second invité d'arriver avant qu'on ne puisse aller pour ce direct. On voit déjà que tout se met en place aussi à la place des Martyrs pour la cérémonie du dépôt de la gerbe de fleurs qui sera tout de suite effectuée par le chef de l'État. Si vous permettez donc, on va aller sur ces images en direct en attendant de recevoir notre prochain invité. Donc, on me dit que ce n'est pas possible pour l'instant, donc on va recevoir l'invité dans le deuxième plateau. On va continuer. Moi, j'ai une question pour Elage. Oui. Elage, en ce moment, nous sommes toujours dans 1958. Après le 2 octobre, comment ce groupe de jeunes de 30 à 36 ans, comment ce groupe a fait pour redonner confiance? C'est quoi le plus âgé parmi eux? Non, il n'était pas le plus âgé. Sauf erreur de ma part, il y avait Abdraman Diallo, qui était pharmacien, qui était le ministre de l'Artisanat. D'accord. Mais le plus jeune, c'était Saïfoulaye Diallo. Non, le plus jeune, en termes de gouvernement, c'était Alioune Dramé, qui était le ministre des Finances. 27 ans, vous avez dit. 27 ans. 27 ans. Et comment ce groupe a fait pour redonner la confiance à la Guinée? Les Guinéens. Redonner... Oui, parce qu'après le départ, ce départ massif... mais il fallait soutenir aussi, parce que vous savez, après les indépendances, il y a eu beaucoup de régimes qui ont chuté. Vous avez marqué une très bonne appréciation. D'abord, on a vidé la banque. Nous n'avions plus d'argent. Au moment où nous étions en train de voter, le 28 septembre, ils ont envoyé un commando qui est parti à la banque et qui a pris l'argent et qui est parti avec à Dakar. Oh. Lisez le livre de Mme André Touré. Elle en parle dans son livre. Donc, nous n'avions pas d'argent. Et on a été obligé de demander aux Guinéens, tous les Guinéens, de faire acte de patriotisme. Patriotisme économique, parce que là, c'est de payer l'impôt directement pour que l'État puisse payer les fonctionnaires et faire les autres achats. L'argent qui est venu du Ghana et autres, est-ce que ça c'est vrai? C'est à ce temps-là que le Ghana a donné comme prêt 6 millions de livres sterling à la Guinée. Et là, permettez-moi de rapidement, je ne vais pas être long. Oui, allez-y. Il y a eu 2 pays à l'époque, sur tout le plateau de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y avait que 2 pays noirs indépendants. C'était le Libéria et c'était le Ghana. Qui a eu, je crois, 2 ans avant. En 57. Oui. En 58. Un an, oui. Un an, à peine un an. Oui. Donc, ils sont indépendants. Mais Kwame Nkrumah avait pris l'option du panafricanisme, qui était la doctrine à partir de laquelle le RDA a conçu la lutte dans les territoires. Ouais. Mais après, le couple Guinée-Ghana, il a bien marché. Hein? Non seulement bien marché, le Ghana a fait tellement de sacrifices pour nous. Par exemple, à l'ONU où nous voulions rentrer, on n'avait pas de bureau. Donc, ayant nommé Diallo Telli pour aller représenter la Guinée, il n'avait pas de bureau et on n'avait pas d'argent. C'est dans les bureaux de l'ambassade du Ghana qu'on a fait tous nos préparatifs pour que nous puissions rentrer à l'ONU. Donc, il y a eu un patriotisme
économique où tous les Guinéens ont accepté de payer non seulement leur impôt, mais de payer par anticipation l'impôt de l'année suivante. Ouais. Et c'est dans ce couple que l'Union africaine est sortie, je pense. Le couple Ghana-Guinée, après Mali est revenu après. Voilà. Maintenant, l'autre versant, parce que c'est un versant extrêmement important, c'est celui du Libéria. Le Libéria a joué un rôle extrêmement important. Ah oui, qui est très méconnu. Hein, qui est très méconnu. Pourquoi? Parce que la Guinée que vous voyez là, les richesses minières de la Guinée sont éparpillées. Aujourd'hui, on parle du Simandou 2040. Ouais. Mais Simandou, c'est Nimba Simandou. Et le Nimba là, il y a une partie qui est au Libéria. Donc il est facile de dire à quelqu'un, bon, la part que tu as là, je vais augmenter. Mais il faut être avec moi, on va faire la Guinée, on va faire la guerre à la Guinée. Les Libériens, c'était le président Topman. Et son ministre des Affaires étrangères, c'était Moumoulou Doukouli. Mamadou Doukouré. Mamadou Doukouré, oui. Dont les parents sont venus de Doukouré là, dans Beila. Et ils ont dit à la Guinée, nous sommes restés avec vous ici pendant 60 ans. Il n'y a pas eu de guerre entre vous et nous. Ce n'est pas parce que les autres là sont partis que nous allons faire la guerre. Notre part, ils ont mis en place la LAMCO. Ils ont exploité, ils ont mis le chemin de fer, ils ont pris leur part, ils sont partis dans les bateaux, ils ont mis dans les bateaux et ils ont vendu. Et c'est ça qu'il faut éviter que la Guinée ait. C'est ce que Osande Afana appelle les économies lignes. Le chemin de fer, tu prends tes matières premières, tu les envoies au port, tu les embarques et tu les vends. Or, en les vendant, que ce soit la bauxite ou le fer, il y a beaucoup d'autres sous-produits dedans. Oui, absolument. Mais lorsque tu as vendu, c'est parti, on te paye des royalties. Il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a rien. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la culture, en ce moment, la culture a joué un rôle? La culture a été fantastique. Oh, PDG, Nyese wala PDG, Minka Jonyabo, la Guinée kono, Kabanka Farafinu Kebari Madi. Mo matere ko, me matere nye, Fose Koutouré, Anoussaï Foulaï Diallo. C'était récité par cœur, tout le monde. Non, parce que c'est l'essence, c'est l'âme de la Guinée, d'être des gens libres et fiers. Et nous avons appris à ne pas baisser les chines, à nous tenir debout et à regarder l'autre dans les yeux, sans complexe, mais également avec respect. En attendant que l'autre aussi nous regarde avec le même respect. Oui, au fil des ans, on voit qu'on a tenté de recoller les morceaux avec la France. Il y a eu des réconciliations après même le général de Gaulle et tout. Dans la gestion du pouvoir, de l'État, le développement économique, l'agriculture, la culture et tout ce qui s'ensuit, le sport aussi, hein, et les sciences et tout ça. Comment on a pu de rien partir à mettre la Guinée quand même au sommet dans beaucoup de disciplines? Encore l'esprit patriotique. Dans tout, le Guinéen dit « je prends mes responsabilités devant l'histoire ». Ce n'est pas prendre les responsabilités devant le courrier, non. C'est devant l'histoire. Qui va te juger? Est-ce que ce que tu fais est dans l'intérêt de ton pays? C'est pour cela qu'on dit que le patriote, c'est un citoyen libre et responsable d'une nation souveraine qui s'appelle la Guinée. Libre et responsable. Tu es libre, mais tu es responsable de la Guinée. Chacun est ambassadeur de soi-même. De soi-même. Ta famille est responsable. La Guinée entière est responsable. Tu es dans le terrain, tu dois jouer, tu dois défendre le rouge, le jaune et le vert. Il y a une chose que tu viennes, tu dis, Magem, si tu as des moula mande, kono e bara bo bombo, et na un ancien, il y a bombo. Donc,
Une chose, là également c'est important de le dire, c'est avec l'expérience du Vietnam. Comment un pays, l'Indochine, a réussi à faire prisonnier tout l'état-major français à Dien Bien Phu en 1954. C'est en élevant le niveau de conscience, d'éducation, pour que le Vietnamien soit capable d'aller reprendre à l'autre son arme et de la retourner contre lui. Et après, ils ont résisté, il y a eu d'autres attaques, les Américains ils se sont cassés les dents aussi. Les Japonais sont venus, ils les ont tapés, et ainsi de suite. Oui. Autrement dit, donc, c'est un niveau, c'est au-dessus de l'économique, au-dessus du... Il y a la conscience. Oui, on sait que après la mort de Sékou Touré, on a changé beaucoup de choses, à tort ou à raison. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a abandonné qui était bien et qu'il faudrait bien remettre en valeur aujourd'hui? Tu n'es pas gentil, hein? Parce que là, tu me poses une question pas facile. D'abord, je regrette une chose. Pendant 26 ans, nous avons mis en place l'infrastructure industrielle de la Guinée. On a construit des usines. Oui. On les a démantelées. L'équivalent violent quand même. Violent. Ouais. C'est ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. Et donc, près de 50 000 travailleurs, du jour au lendemain, on leur a dit, bon, on va te donner un peu de pécule, et puis... Se retrouve et les usines, on a laissé les machines se rouiller. Et on a commencé à les vendre pièce par pièce, comme on a vendu le chemin de fer. Et on a ramati. Ensuite, nous avions entamé dans l'éducation ce que l'on appelait l'éducation citoyenne. Le Guinéen, quelle que soit sa génération à l'époque, savait qu'il était citoyen, qu'il devait être patriote. Et on avait introduit les langues. Valoriser les langues. Valoriser les langues. Et lorsqu'il y a eu les États généraux de l'éducation, 84-85, l'une des premières choses qu'on a fait, c'est abandonner l'éducation dans les langues. C'était une erreur. Hein? Monumentale. Ouais. Parce que les gens ont cessé de s'exprimer dans leur langue. Or, la langue, c'est la culture. La langue, c'est la civilisation. Donc, lorsque tu enlèves la langue... Le Guinée a été bloqué dans sa civilisation. Complètement. Ouais. Ensuite, autre chose, lorsque je regarde, c'est le fait que les Guinéens ont cessé d'avoir devant eux une institution qui puisse les rassembler. La fois dernière, j'ai parlé avec Makeme et nous avons parlé du 28 septembre 2009. C'est toute la classe politique et administrative qui a été défaillante. Donc, celui qui est au pouvoir, l'administration, il dit « Je ne veux pas vous voir au stade ». Les autres disent « Nous allons au stade ». Personne pour qu'ils puissent les mettre ensemble. Résultat, clash. Ils ont tué des Guinéens, des innocents. Donc, parmi toutes les institutions qui sont actuellement en place, et ce que je vois dans la perspective, c'est comment est-ce que nous allons avoir quelque part où il sera possible pour les Guinéens, dans des situations corsées, où les Guinéens vont s'asseoir pour dire, bon, bas la terre. Toi, tu as dit ça, moi j'ai dit ça, on ne s'entend pas. Mais on ne va plus prendre les armes l'un contre l'autre. Alpha, je pense que la rédaction, on a des reportages
sur l'indépendance. Oui, on a des reportages. Je ne sais pas si c'est prêt parce que là, on a des petits soucis de coordination avec la régie. J'ai du mal souvent à comprendre comment. On va essayer de continuer. Quand ça va être prêt, ils nous feront certainement signe, puisqu'on a une série de reportages quand même, environ 3 reportages qu'on voudrait aussi proposer avant d'aller à ce direct-là. On va continuer avec Elage. Et je crois qu'on devrait aussi marquer une pause parce qu'on a bientôt on a fait 1 heure d'émission. On va marquer peut-être une pause dans quelques minutes, mais vous pouvez continuer. Oui, oui. La question est comment le président Ahmed Sékou Touré et son équipe, parce qu'il n'était pas seul, j'accompagne toujours son équipe parce qu'il n'était pas seul. Il faut que... Oui, oui. Ouais, il n'était pas seul, c'était un groupe. Ouais. C'était un groupe. C'était des camarades. Oui, c'était des amis, c'était des patriotes. Ouais, c'était des patriotes. Le président Ahmed Sékou Touré et son groupe, en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces usines? Parce que la Guinée était indépendante. En fait, un pays comment on a pu bâtir qui n'était plus accompagné. Et on a eu tout ça sans la coopération. Et il semble qu'avant, tu finis les études, c'est le boulot directement. Il n'y a personne au chemin. Donc, d'abord, il faut dire que nous, les Guinéens, nous avons été conscients que nous avions 2 contentieux devant nous. Le premier contentieux historique, c'est l'esclavage. L'esclavage. Le deuxième contentieux, c'est la colonisation. Et nous avons été la seule colonie, 2 500 000 habitants, avec un taux de scolarisation de moins de 10%. Quand vous parlez de scolarisation, on va ensemble suivre ce reportage sur l'éducation, les premières heures, comment tout s'est passé, qu'est-ce qui a été fait à l'époque. C'est un reportage qui est réalisé par Abdulaziz Baldé, un de nos reporters ici. Considérés comme un maillon essentiel dans l'accession de notre pays à l'indépendance, les intellectuels guinéens ont joué un rôle déterminant dans la construction de notre jeune nation. De la construction de l'État à la gouvernance, en passant par le développement de l'éducation et de la culture, les cadres guinéens, avec l'appui de grandes figures africaines et étrangères, ont élaboré une idéologie politique avec la création de plusieurs institutions éducatives. Les Français en partant, c'est quand même un gros vide. Il y a eu donc un apport massif. Et à un moment, après les années 68, là, 69, quand l'université a ouvert et tout, il y a eu une coopération avec le bloc de l'Est, donc l'Union soviétique, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie et tout ça. On a eu énormément de coopérants qui sont venus pour enseigner dans les lycées et les collèges et à l'université, pas au primaire. Au primaire, c'est resté surtout les Guinéens. Mais ces professeurs-là qui étaient arrivés, évidemment, avaient d'excellents niveaux scientifiques, mais sur le point de vue de la langue, ne pouvaient pas. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, les Guinéens sont beaucoup plus scientifiques que littéraires. Cette génération qui a été formée, aujourd'hui, partout encore dans le monde, sont encore très bons. Les intellectuels guinéens ont contribué à des projets de développement dans un contexte de planification centralisée. Aujourd'hui à la retraite, Dr Gilbert Ifounou a servi la Guinée avec fierté et révèle notre pays l'image d'un cercle de résistance. Les grands intellectuels à travers le monde ont dit cette jeune indépendance, il faut qu'on la soutienne. Vous aviez des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens, les intellectuels en Afrique n'ont pas lâché la Guinée. Particulièrement, vous avez le Togo qui a envoyé 19 instituteurs pour faire la relève dans les écoles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un Togolais au CM2, CM1, CM2, c'est lui qui nous a préparés pour aller au CEP. Donc, c'est les circonstances de l'accession de la Guinée à l'indépendance qui ont motivé ces intellectuels à ne pas abandonner la Guinée à elle seule. La production littéraire, artistique et scientifique a été souvent utilisée pour promouvoir l'idéologie révolutionnaire, mais aussi pour défendre l'identité nationale. Puisque la Guinée n'avait pas de cadre de haut niveau, tout de suite, elle a pris l'initiative de construire l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. À l'époque, on ne l'avait pas appelé Gamal Abdel Nasser, on avait dit
IPC, Institut Polytechnique de Conakry. Les tout premiers sortants de cette université sont les cadres de haut niveau. Les intellectuels de par le monde sont venus au secours de la jeune République, comme pour dire, nous venons vous essuyer les larmes, ne vous en faites pas, nous allons vous accompagner. Parce que la plupart de ces cadres-là aussi avaient des difficultés avec les régimes de leur pays. À la fois, ils étaient des réfugiés en Guinée, mais en même temps, il y avait la prestation de ceux qui savaient faire. Malgré leur rôle crucial, l'action des intellectuels a été marquée par quelques difficultés, mais jamais entraîné un relâchement. Aujourd'hui, leur contribution à l'identité guinéenne reste fondamentale pour le développement socio-culturel de notre pays. Ce plateau spécial se poursuit ici même sur les antennes de la télévision nationale. On a le plaisir de recevoir un deuxième invité qui va venir partager le plateau avec son camarade. On a vu des accolades. Son professeur. Son professeur, alors, oui. Je fais des bêtises. Donc, son professeur, il s'agit aussi de notre professeur. Il le dit modestement. Voilà, professeur Malado Sidi Baldé, il est avec nous. Bienvenue, professeur. Bonjour, bienvenue. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Voilà, avec moi, Makeme Donzo. Je te laisse la main. La première question pour professeur. Professeur, qui visiblement est très modeste face à son professeur qui dit non, il le dit modestement. C'est une chance pour les deux. Ouais. Parce que c'est une chance d'être en vie. Oui. La vie d'abord est une chance. Vous avez vécu 58, après 58, aujourd'hui 67 ans. Vous avez la mémoire, vous pouvez enseigner toujours, parce que nous, sur ce plateau, on est en train d'apprendre. Nos téléspectateurs aussi sont en train même d'apprendre à travers de tout ce que vous êtes en train de dire. Alors, professeur Malado Sidi Baldé, vous êtes un historien. Oui. Quand vous regardez aujourd'hui la Guinée, quelle définition vous pouviez donner? De ces 67 ans de marche. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire bonjour à El Hadj. El Hadj a été... Quand nous arrivions à l'université, c'était lui qui était l'administrateur, qu'on appelle aujourd'hui le recteur à l'université. Nous l'avons connu quand nous étions au collège, au lycée, etc. etc. C'est vraiment un plaisir et même un complexe d'être à côté de lui. Parce que moi, je ne voudrais pas discuter quelque chose en même temps que lui. Je voudrais juste m'asseoir. Vous allez me écouter. compléter, c'est sûr ça. Mais bon. C'est une fierté pour El Hadj quand on voit son élève. Il y a une chose qu'il ne va pas dire, certainement, que je suis obligé de dire. Oui. Non seulement il est professeur d'histoire, mais il a fait de très hautes études d'histoire. Il était professeur d'histoire aux États-Unis d'Amérique, à Chicago. Wow. Il a enseigné l'histoire dans les universités américaines à Chicago. Merci. On imagine aussi l'histoire africaine. C'est bien de la porter là-bas. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, professeur, c'est une grande chance de vous avoir. On va essayer de revisiter l'histoire. 67 ans d'histoire, c'est pas facile de résumer ça. Non, pas du tout. Mais surtout, de l'indépendance jusqu'à nos jours, le chemin que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup. Et on place cette célébration sous le signe de la souveraineté économique désormais. La souveraineté économique. Très bien. Moi, je pense que sur le plan historique, sur le plan de l'évolution de la Guinée, la Guinée ne se reproche de rien. Quelqu'un va parler de l'économie ou parler autre chose, mais sur le plan historique, je pense que la Guinée a suivi un chemin inouvois qui cadre parfaitement bien
avec son histoire, c'est-à-dire la Guinée indépendante, reflète effectivement la Guinée précoloniale, la Guinée coloniale et la Guinée entre 1947 et 1958. Il n'y a pratiquement pas eu, franchement, de divorce. C'est-à-dire on est allé de l'échelle inférieure à l'échelle supérieure. Quoi qu'on dise, les Guinéens doivent être fiers de leur histoire. Parce que cette histoire, non seulement a réuni les Guinéens dans le même creuset, mais cette histoire a inspiré d'autres. Je vais vous donner un tout petit exemple. Ouais. En 1958, à partir du 25 août 1958, la rencontre entre le général Charles de Gaulle, son gouvernement et les nationalistes guinéens à Conakry, beaucoup ont estimé que la Guinée a fait un mauvais choix. Et il y en a même qui ont pensé que le choix de la Guinée n'allait pas durer. Que ça n'allait pas tenir. Ça n'allait pas tenir. Ouais. Et on constate qu'à partir de 1958, c'est-à-dire entre 58, 59 et 60, ce sont les mêmes gens qui avaient condamné la Guinée d'avoir choisi leur indépendance, l'indépendance de la Guinée. Ce sont eux-mêmes qui ont réclamé d'une manière ou d'une autre leur propre indépendance. Il y a eu près de 10 colonies qui ont accédé à l'indépendance. Donc ça signifie que l'exemple guinéen, c'est un exemple, je pense, qui a fait tache d'huile, qui est devenu une référence en Afrique et dans le tiers-monde. Un autre exemple que je donne, et là je l'ai expliqué, la Guinée est allée à l'ONU pour son admission aux Nations Unies en 1958. Et quand elle a été admise, je l'ai dit ici il y a 2 jours, quand elle a été admise dans la même salle d'admission de la Guinée à l'ONU comme 82e membre, c'est de là que la Guinée est sortie pour aller défendre la cause algérienne. Le premier acte diplomatique guinéen, c'est de sortir de la salle d'admission de la Guinée aux Nations Unies. En tant que pays reconnu. En tant que pays reconnu, il n'y a même pas un jour reconnu, il n'y a que des heures. C'est de là qu'ils ont plié bagage, ils sont allés dans la salle pour négocier l'autonomie, la reconnaissance du FLN et l'autonomie de l'Algérie. Le premier acte diplomatique guinéen. Je pense que... là, c'est pour comprendre les Guinéens doivent être fiers. La Guinée et l'Algérie. Les Guinéens doivent être fiers de leur histoire. Naturellement, une histoire, il y a toujours des hauts et des bas. Et nous devons absolument connaître ce qui se passe et l'assumer. Personne ne va assumer l'histoire guinéenne à la place des Guinéens. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on l'assume et qu'on sache comment évoluer avec ce qui a bien marché et ce qui certainement n'a pas bien marché. C'est notre histoire, nous devons l'assumer. Bien sûr, l'histoire c'est une continuité parce que même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un moment, ça va être dans l'histoire. L'histoire, c'est ça. Maintenant, moi, je prends dans nos écoles, l'enseignement guinéen, maintenant là. Parce qu'actuellement, on voit qu'on enseigne beaucoup de choses dans les classes qui ne nous concernent pas. Qui ne nous concernent pas tellement. Et il y a d'autres choses que les enfants doivent savoir. Parce que l'histoire, c'est ça aussi. Quand l'enfant apprend ce qu'on a fait, là, l'histoire a réussi. Mais si on ne sait pas ce qu'on avait fait avant, et on se jette directement dans le futur, ça devient autre chose. Alors, professeur, est-ce que vous êtes concerté aujourd'hui par d'abord le ministère de l'enseignement? Parce que c'est le ministère de l'enseignement qui fait le planning. Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vos expertises comptent dans les histoires enseignées? Oui. Est-ce que vos expertises comptent dans l'enseignement guinéen? Je pense que ça compte. Moi, là où je suis comme ça, j'ai le statut d'enseignant-chercheur. Je viens juste de quitter l'université de Conakry comme enseignant actif. Je pense que l'enseignement guinéen, quoi qu'on dise, reflète quand même les réalités guinéennes. Et le doyen l'a dit, je l'ai écouté, il disait qu'en 1958, quand les experts étrangers sont partis, ce sont des Guinéens
et des amis des Guinéens qui sont restés. Je me rappelle par exemple son papa, El Hadj Doucouré, c'était un enseignant exemplaire dans ce pays-là. Et les étrangers sont venus s'ajouter à eux et ils ont continué le processus malgré bon gré. Et immédiatement, le gouvernement guinéen a pensé justement à combler ce vide. Et ils ont créé des écoles qui sont restées légendaires dans ce pays. C'est par exemple le centre de Dabadou. Le centre de Dabadou, les gens que le centre là a formés, franchement, je pense que c'était une pépinière qui a permis à l'enseignement guinéen d'évoluer dans des conditions plus ou moins idéales. Je reviens à la question. Je pense que, personnellement, quand je regarde l'éducation aujourd'hui, je ne me reproche de rien là-dedans. Sauf que, quelque part, on va certainement accentuer la formation civique, la formation citoyenne. Parce que si vous regardez bien, l'histoire de la Guinée de 1947, presque à nos jours, c'est une histoire de mobilisation des masses par des partis politiques. C'est-à-dire, pendant longtemps, nous avons eu affaire à des militants des partis politiques. Et vous savez, le militant d'un parti politique, le militant d'un mouvement politique, va à l'image du leader politique. Et de 1947 à 1984, pratiquement, nous étions sous la coupole du Parti démocratique de Guinée, qui avait franchement une vision extraordinaire de l'histoire, mais c'est un parti politique. Et nous savons qu'à partir des années 90, avec le multipartisme, la Guinée s'est retrouvée, pas divisée, mais repartie en différents mouvements politiques. Donc ce sont des militants des partis politiques qui faisaient l'histoire. Au point que je pense que les Guinéens ont besoin d'accentuer l'éducation civique et avoir des citoyens. Le citoyen, c'est celui qui connaît non seulement son devoir, mais qui sait réclamer ses droits. Alors que, en principe, certains membres des partis politiques, c'est juste réclamer leurs droits, et de façon pas très citoyenne. Donc, il faut qu'on ajoute, qu'on accélère, qu'on insiste sur l'éducation civique et sur l'éducation citoyenne. À part ça, moi, je pense que la Guinée n'est pas laissée en compte. D'accord. On me fait signe qu'il y a aussi le reportage de Karim qui est prêt, qui parle d'un certain nombre de réalisations sur le corridor, notamment de Kaloum jusqu'à Donka. Au fil des ans, il s'est révélé l'endroit où Conakry retrouve son âme, un corridor dans lequel cohabitent certaines infrastructures symboles de la Guinée. Le pont du 8 novembre, le cimetière de Cameroun, la mosquée Faisal, l'hôpital Donka, le Camboiro, l'université Gamal Abdel Nasser et le stade du 28 septembre. Ce regroupement est-il le fruit du hasard? Leur alignement n'est pas un calcul révolutionnaire ou un calcul particulier fait par le PDG. Il y a des réalisations de la date du PDG RDA, le régime de la Révolution. Il y a des réalisations postérieures à ça, liées au développement social de la Guinée coloniale. Depuis plus de 60 ans, converge dans cette partie de Conakry la gloire du ciel, le recueillement des humbles, la prouesse des bâtisseurs, l'orgueil des puissants et l'histoire d'une nation qui s'est choisi un destin en 1958. L'effet d'histoire de chacun de ces symboles s'épure dans la nuit des temps. Le cimetière de Conakry était ici à Boulbiné. Il a fallu déplacer ce cimetière, déjà qui était encombré sous la période coloniale. Le cimetière de Cameroun a été réalisé en 1954. La première personne décédée à l'hôpital Balais en 1954, qui a été enterrée
au cimetière nouvellement ouvert de Cameroun un certain Magasuba Mamadi, originaire de Sigri. Aussitôt libérée du joug colonial, la Guinée se met sur le chemin de son développement socio-économique. Le pont du 8 novembre est l'une des infrastructures réalisées au cours du premier plan quinquennal du pays. À cela s'ajoute l'université Gamal Abdel Nasser, à l'époque Institut Polytechnique de Conakry. Des infrastructures obtenues grâce à la collaboration entre la Guinée et l'Union soviétique. Ce que vous voyez comme ça, là, ce qu'on appelle en anthropologie topocentrique, c'est la ville, c'est le centre, c'est le cœur de la ville. Mais classiquement, les villes classiques, c'était topocentrique. C'est-à-dire que toutes les activités vivaces étaient là. Sur le plan anthropologique, nous avons ces trois cycles. Donc la naissance, la vie et la mort. C'est que c'est le lieu commun, c'est le lieu partagé. C'est le symbole, c'est l'histoire de la Guinée qui est symbolisée là. Dans la même suite logique, le stade du 28 septembre, avec 25 000 places, est aussi construit. Une enceinte qui est aujourd'hui l'un des plus grands chapitres de l'histoire de la Guinée. C'est le premier complexe sportif de la sous-région d'une telle grandeur et d'une telle importance. Il a été baptisé à la date du 28 septembre pour honorer notre fierté, notre dignité, notre honneur, en votant non le 28 septembre 1958. Pour la construction de la mosquée Faisal, l'inaltérable volonté du camarade Ahmed Sékou Touré à se saigner aux 4 veines pour son peuple se cache derrière une histoire fascinante. Lors de sa visite en Arabie Saoudite, il est gratifié par le roi Faisal qui lui aurait offert 10 millions de dollars, une somme que Sékou Touré décida de mettre au service de la nation. En le remerciant pour lui avoir offert cette somme, le président Ahmed Sékou Touré l'a supplié d'accepter cette somme de sa part, c'est son argent maintenant, d'accepter, trouver quelque chose parce que sa ville, son pays, notamment sa ville, sa capitale, n'a pas une mosquée digne de Conakry, de la Guinée, qui a plus de 90% de musulmans. Faisal a été impressionné par cette déclaration. Il a promis la réalisation de cette mosquée. C'est un édificateur, c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui a le sens de l'histoire, qui sait se référer de son passé ou le passé de son pays, maîtriser le présent et poser les perspectives de l'avenir. Il a voulu justement mettre son cachet particulier, il a voulu laisser ses traces, il a voulu imprimer sa vision, il a voulu imprimer ses marques, il a voulu imprimer à la Guinée des identités symboliques. Un autre symbole, pas des moindres du corridor, est l'hôpital Donka, dont la réalisation a commencé sous le joug colonial et achevée entièrement par le régime Sékou Touré. À côté, le camp Boiro, camp des gardes-cercles, première unité de défense et de sécurité de la Guinée française. Ce n'est qu'à partir de 1969 que ce camp a porté le nom de Mamadou Boiro, d'un commissaire de police. Il était chargé de convoyer des présumés comploteurs de l'Abbé à Conakry par un vol ordinaire, parce qu'il y avait des passagers dedans, après l'escale de Cancan, pour venir à Conakry. Il a été largué par ceux qui devraient être transportés ici. En l'honneur de ce jeune policier de l'époque, et le camp de la garde républicaine a porté le nom du camp Mamadou Boiro. Pour moult observateurs, Sékou Touré surreliait des continents politiques qui auraient pu s'entrechoquer ou dériver. Il sut percevoir, avant les autres, le déplacement des pôles et la fonte des glaces. Il sut rassembler et faire barrage. Au fil des décennies, ces symboles deviennent des reliques du passé pour les Guinéens. Avec le vent de la modernité, ils sont rénovés ou reconstruits. Plus que jamais, ces faits d'histoire
vise la mémoire collective. Sur la route infinie de l'histoire, les Guinéens useront de la symbolique de ces infrastructures pour s'unir et traverser des âges sur des roues qui ne crèvent jamais. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sur ce plateau spécial 2 octobre avec des invités, avec Makeme qui m'accompagne et nous serons ensemble jusqu'aux portes de 12 h. Professeur, pour les deux, hein, on a vu ce reportage aussi qui retrace un peu tout le travail titanesque qui a été fait, sûrement en peu de temps, au lendemain de l'indépendance, il n'y avait pas grand-chose, et surtout la grandeur d'homme de Sékou Touré quand même. Aujourd'hui, il n'y en aurait pas beaucoup, hein, des politiciens auxquels on va donner telle somme pour toi. On dit que c'est pour toi, mais tu dis non, je mets au service de mon pays. Ça montre aussi la grandeur de ceux qui ont voulu que cette Guinée soit indépendante. Oui. Absolument. Le geste des dévanciers, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont posé les actes sur lesquels nous marchons aujourd'hui, ils ont donné des exemples patriotiques, des exemples nationalistes, des gens qui avaient une vision et qui savent non seulement réaliser cette vision, mais donner un exemple dans la procédure, dans la méthode, comment une œuvre historique doit être conduite. On prend ce montant-là à cette époque, on donne à quelqu'un et il prend ce montant-là, il le consacre à une œuvre sociale, une œuvre nationale. Je crois que c'est un exemple à suivre. Ouais. Ce n'est pas seulement la mosquée là qu'il faut voir, mais il faut voir l'esprit dans lequel, la procédure, la méthode qu'on a utilisée pour avoir cette mosquée. Et quand vous regardez ce corridor, du point de vue historique, nous sommes impressionnés parce qu'on a vu que tous les services sociaux de base, tout ce dont le peuple a besoin, a été réuni dans un cercle très connu, très limité, et là où chacun peut trouver la satisfaction de ses besoins. La sécurité, il y a un camp. Moi, je ne parle pas de ce que le camp va devenir, je vois juste l'esprit de la création du camp Kamayen. C'est la sécurité du mouvement des biens et des personnes. À côté, il y a l'hôpital Donka. Et ensuite, et là je l'ai rappelé, on est plus de 80% de musulmans, il y a la mosquée. Et ensuite, il y a l'université. L'université, c'est certainement parmi la première université en Afrique de l'Ouest. Et enfin, il y a le stade. Mais il faut reconnaître que ces leaders-là ont fait deux actes que nous, historiens, on cherche à placer dans un contexte donné. Nous avons vu, par exemple, des nationalistes. Des nationalistes qui sont arrivés. Et ils ont trouvé des infrastructures en place, au lieu de les détruire, ils les ont conservées. C'est comme par exemple l'hôpital Balais. L'hôpital Balais a été conservé et on a changé de nom. L'actuel Ignacidine. On a changé de nom, il y a un acte patriotique, donc ça c'est le nationaliste qui a fait. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le libérateur, le président de la République se prononce. C'est dans ce cadre-là que lui-même, il a fondé ses propres infrastructures qui sont devenues des symboles référentiels dans l'histoire de la Guinée. Que ce soit le cimetière, que ce soit le camp, que ce soit le pont, que ce soit... Vous voyez une combinaison, une complémentarité d'éléments qui se complètent sans se confondre et qui entrent dans le cadre justement de l'évolution historique de la Guinée. Oui, j'ai une question. Peut-être que le professeur aussi veut réagir. Oui. On a deux professeurs, deux enseignants, donc c'est pas facile. Hein. Oui. Je rejoins mon ami Aladji Sidi. Je voudrais ajouter un tout petit élément. Ce qui m'inspire, c'est le fait que
ce sont des patriotes. Et étant des patriotes, ils ne peuvent pas enseigner aux autres ce qu'eux-mêmes ils ne font pas. Ce que toi-même tu ne fais pas, il ne faut pas l'enseigner aux autres. Et qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné et qui reste dans la génération des Guinéens que nous sommes? C'est l'esprit de lutte, l'esprit de gestion et l'esprit de partage. La culture de lutte, comme l'a dit M. Baldé, c'est transgénérationnel. Chaque génération est appelée à découvrir sa propre mission, à l'assumer ou à la trahir. Ensuite, la lutte, elle continue. Ce n'est pas aujourd'hui parce que nous avons fait ceci ou cela, que nous avons construit ceci ou cela, que nous nous arrêtons. Il faudrait que ça continue. L'esprit de lutte doit être toujours là. L'esprit de gestion, gérer. J'ai un grand professeur d'histoire qui a fait une partie de sa vie aux États-Unis, qu'on appelle aujourd'hui le management. Bonne gouvernance, transparence et redevabilité. Cet esprit-là a été développé du temps de cette génération. Tu ne peux pas enseigner aux autres, bien gérer et rendre compte de ce que tu as géré si toi-même tu ne le fais pas. Ensuite, l'esprit de partage. Ils l'ont dit et ça se retrouve ici dans les discours de la Saifoulaye du président Sékou. Nous ne prenons pas ici la place de ceux qui vont nous quitter. Nous sommes venus pour servir notre peuple. Et lorsque nous servons le peuple, c'est de nous assurer que le bien-être, chacun y accède. Il accède non seulement aux opportunités, mais également aux avantages et aux bienfaits. Exemple, la mosquée. On y prie encore aujourd'hui. On y prie, on y priera. Et lui, il est juste à côté. Ouais. Il repose juste à côté. Ouais. Et avant de reposer juste à côté, il y avait fait reposer son ami, Aladj Saifoulaye. Oui, justement, vous avez beaucoup cité Saifon. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le lien, parce que beaucoup disent que c'était un exemple d'amitié, mais extraordinaire. Je ne vais pas être long. D'abord, il n'y a qu'une année de différence entre eux. Et ils étaient tous ce que l'on peut appeler aujourd'hui des managers. Ils étaient des gens qui étaient dans la gestion. Et on imagine qu'ils ont préparé bien avant le 28... Ils se connaissaient, ils ont fait le syndicat, les cercles d'études marxistes ensemble. Et ensuite... Et Saifoulaye qui était fils de chef de canton. Alpha Bakar Diari. Alpha Bakar Diari. Mais on oublie que Alpha Bakar Diari, sa mère, Nénan Kadjatouba ou Baldé, de la famille. Et Dosare, c'est la fille de Tcherno Aliou ou India. Donc, Saifon descend de la famille de Tcherno Aliou ou India. Pour revenir donc, Saifon est affecté, muté en dehors de la Guinée. Ouais. Au Niger, nous dit-on. Niger et Haute-Volta. Ouais. Il rentre après les années 54-55. Sékou avait déjà déclenché en 1953 la grève de 90 jours pour le code civil, à partir duquel le PDG RDA a marqué et a commencé donc à marcher vers ce que l'on va appeler le gouvernement. On pense que c'est quelque chose qui est venu de façon spontanée. Ça a été bien préparé. Ouais. Et le fruit d'un combat de... Et Saifon arrive, Saifon est muté à Mamoum. Mamoum Kameng. Il y arrive, il trouve d'autres patriotes. Pléa Koniba. Il trouve Doumbouya Bella. Il trouve Aboubakar Doukouré et d'autres. Il arrive à un moment où on est en train de voter pour
pour qu'il y ait un maire, le maire de Mamou. Et pour la première fois, on l'oublie, dans l'histoire du Fouta, les gens de Mamou accordent aux gens de l'abbé Guébal. Guébal. Ouais. Ils désignent Saïfon, qui est l'autre à Mamou, qui n'est pas de Mamou, pour devenir maire de Mamou. On n'a qu'à regarder toutes les autres mairies, ce sont les enfants autochtones, sauf à Mamou. C'est un signe. Ouais. Et donc, il y a la candidature pour la députation. 3 postes. 3 postes. Le comité directeur était basé à Conakry. Il arrive à Mamou avec la liste des 3 candidats. La sous-section de Mamou, qui était connue et reconnue, a dit nous avons notre candidat. Et notre candidat, c'est Saïfoulaye. Je ne rentre pas dans les détails. Ouais. Donc il y a eu la liste, Saïfoulaye, non, c'est Couturé, Saïfoulaye et Biavougui Lassana. Sur les 3, il y a eu 2 députés RDA qui sont nés. Et ça a tissé, ça a cimenté les liens entre le président Sékou Touré et Saïfoulaye Diallo jusqu'à la fin de la vie. Ouais. Jusqu'à la fin de la vie. Oui, mais l'histoire aussi, c'est des étapes. Le groupe du président Ahmed Sékou Touré a imprimé ses marques. Au fait, il y avait des symboles. Il y a même des symboles jusqu'à présent. Parce que Kaloum, par exemple, on ne peut pas parler de Kaloum sans parler du président Ahmed Sékou Touré. Tout à l'heure, dans le reportage, on a indiqué beaucoup de choses, des bâtiments. Là, ce sont des symboles du président Ahmed Sékou Touré. Mais la ville se limitait au temps du premier président. La ville ne dépassait pas trop l'aéroport de Conakry. Bessia. La Deuxième République, il y a eu aussi des créations des cités. Il y a eu beaucoup de cités. Il y a eu des cités des journalistes qui viennent après, dans la commune de Matoto. Il y a d'autres cités. Parce que chaque histoire, il faut dire l'histoire où ça se doit. Après la Première République, il y a eu une Deuxième République. Cette Deuxième République, quand nous voulons parler de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir? La Deuxième République nous a apporté quelque chose d'extraordinaire, même si au niveau de la gestion, ça pose des problèmes. Quand il y a eu changement en 1984, on a gardé un silence, peut-être qui a permis de se préparer pendant 1 an. En 1985, nous n'avons pas un document, nous n'avons pas un cabinet d'études qui est sorti pour dire voilà, on va faire un atelier, etc., etc. On a reçu un discours que vous, les journalistes, vous avez appelé discours-programme du chef de l'État, dans lequel on a proclamé quelque chose d'extraordinaire, qui était nouveau. Parce que de 1947 à 1984, pratiquement, on a vécu que sous l'ambiance du Parti démocratique de Guinée. Et en 1985, on nous a dit que voilà, on proclame en Guinée justement le libéralisme, un régime libéral. Ouais. Ce régime libéral, nous connaissons la définition, c'est de permettre à chacun un mouvement citoyen, un mouvement libre, et qui tient compte de ses initiatives, de ses plans d'action, de ses rêves, comment les réaliser, etc., etc. Donc les initiatives personnelles, les initiatives publiques et privées, on l'a proclamé en 1985. Maintenant, comment on l'a géré, ça c'est une autre histoire. Mais voilà quelque chose de nouveau, franchement, pour marquer, pour déterminer, pour donner la vision, l'identité, l'option, le choix de la Deuxième République. C'est la proclamation du régime libéral. Oui, professeur. Oui, je suis d'accord avec mon frère. La liberté d'entreprise, le libéralisme. Mais c'est une liberté avec le recul qui a occasionné la fermeture d'usines. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il fallait libérer ou est-ce qu'il fallait réguler la libération? Il fallait suivre ce qui était là. Le multipartisme aussi, comme il a dit, en termes de pratique, c'est un seul parti qui a dirigé de toute façon jusqu'à la mort de son leader. Il y a la traduction de principe dans la réalité, la mise en œuvre.
Mais je souligne cela. Lorsque l'on a dit, on va par exemple faire le multipartisme, je le dis... Laisser la possibilité à l'alternance. Je le dis sous le contrôle de ceux qui ont étudié cette partie. Il paraît que le général Lansana Conté était pour deux partis politiques. On lui a forcé la main pour dire on ouvre la porte. Et bien, on est parti de 2, aujourd'hui on est à 100, 150, je ne sais pas, ou bien à 66. Ouais. À l'époque, nous étions à peu près 3 millions d'habitants, 3 millions 500 000. Vous avez une vingtaine de partis politiques qui sont des mangeoires. C'est-à-dire, je crée un parti politique, je me remets un peu, Ngli, Ngbesa, Ngli, Ngbesa, qui apporte quoi à notre pays? Ensuite, maintenant, si l'on prend sur le plan économique, nous avons livré nos populations. Je suis économiste de formation. Je sais que dans l'économie du sous-développement, il y a le primaire, il y a le secondaire et le tertiaire. Le primaire, c'est l'agriculture, le secondaire, c'est l'industrie, et le tertiaire, c'est le commerce. Nous avons une hypertrophie du commerce. Biri, Amatima. Et prix n'a pas. Ça devait coûter 5 ou 10 francs. Il n'y a aucune réglementation. Lui, il est là, il vend. Mais tu ne peux accéder qu'à ces 10 francs ou bien à ces 20 francs. Il fixe son propre prix. Il fixe son prix et le laisser aller et le laisser faire. Ensuite, élément extrêmement important, mais qui, à mon avis, c'est la confrontation, nez à nez, tête contre tête, dans un pays qui est foncièrement guerrier. Le Guinée est foncièrement guerrier. Je voudrais ajouter que ce n'est qu'en 1915 que le dernier Guinéen a rendu son arme à l'administration coloniale. 1915. Il était Guerzé et il était Manon. Zébéla, Toba. Et surtout les Guerzé et les Thomas de Lola. Parce que les dernières limites entre la Guinée et le Libéria n'ont été faites qu'à partir de 1915. En 1912, Bakary Touré a été obligé de rendre les armes à Farana. Condamné en exil, il est mort à Madagascar. Nous sommes un pays guerrier. Et nous allons nous confronter. Et cet esprit-là est encore là. On va guérir. Non, non, ma rapport de Lougan. Fort heureusement, nous avons des âmes et nous avons des hommes de culture, comme le professeur Malade dit. Le moment est venu pour que les Guinéens cicatrisent leurs plaies, qu'ils cicatrisent les plaies et qu'ils apprennent à revivre ensemble, au-delà des partis politiques. De revivre comme des frères et des sœurs guinéens, des patriotes africains. La deuxième et la troisième République ont apporté ça. Mais également, jusqu'à présent, voici ce qui n'est pas encore fait. Que les Guinéens puissent se retrouver, se réconcilier et cesser de s'affronter. Et surtout, s'affronter où? À la rue. Bore Kunitongo, Bore Nyerma, Bore Gemema Ourima. On a un collègue qui a été malheureusement agressé. Je parle de Daoudaba. Oui, qui est convalescent. Qui est encore convalescent. Donc,
notre compassion. Aujourd'hui, est-ce que, avec le recul, comme vous l'avez dit, hein, il n'y a pas été le premier, il n'y a pas eu non plus que le deuxième, pour ne pas dire le second, donc, parce qu'il y en a eu d'autres. De tous ceux qui se sont succédés aujourd'hui, la gestion du pays est assez particulière actuellement. On est en refondation. On vient d'opérer voilà, un référendum où il y a eu quand même une forte participation, un très haut taux un fort taux de participation. Plus de 83%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on est sur le chemin de ce retour dont tout le monde souhaite, où on vit ensemble, où l'ethnie disparaît? Je rappelle que le chef de l'État actuel a dit qu'il faut tuer l'ethnie. Beaucoup n'avaient pas compris le sens. C'est que je te regarde parce que tu es mon parent, ou je t'approche, ou je t'aide parce qu'on est de la même ethnie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de revenir vers quelque chose de fondamental où la patrie prime? Bon, c'est pour vous, c'est pour tous les deux. Je ne voulais pas prendre la parole avant mon frère, mais il me regarde comme pour dire, doyen, je te donne la passe. Et j'accepte la passe. D'accord. Si vous permettez, on va revenir, on va aller sur le direct parce qu'on me fait signe que le chef de l'État est en train d'arriver. On va suivre ensemble ce direct-là. Est-ce qu'on a déjà les images de Kaloum où nos équipes sont aussi présentes pour nous faire vivre la cérémonie qui va se dérouler de ce côté en direct? Donc vous avez les images de la place des Martyrs, cette avenue qui a connu tout le passé historique aussi de la Guinée. Il y a le palais juste derrière, la banque centrale, l'église et bien d'autres monuments. 1958, un peuple est ferme pour dire non à la colonisation. Présentez. Nous suivons en ce moment le parcours du président de la République. Le général Mamadi Doumbouya emprunte maintenant l'avenue de la République, accompagné du chef d'État général, du chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura. Destination la place des Martyrs, en plein cœur de Kaloum. Là-bas, l'y attend son épouse déjà installée à la tribune officielle. Sur l'avenue de la République, l'ambiance est à la fois solennelle et festive. Le cortège présidentiel avance au rythme des sirènes, encadré par les motards de la garde républicaine et suivi d'une colonne impressionnante de véhicules officiels. À l'intérieur de son véhicule de commandement, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, salue la foule d'un geste ferme et rassurant. Tout au long de l'avenue, une foule s'est massée pour accueillir son passage. Et il salue le corps constitué qui est des drapeaux rouges, jaunes, verts flottent dans les airs. Des chants patriotiques s'élèvent. Des applaudissements nourris résonnent. Hommes, femmes, jeunes, enfants, tous unis dans la ferveur, scandent le nom de la Guinée et celui du chef de l'État. L'émotion est palpable. C'est la rencontre entre un peuple et son leader, entre l'histoire et le présent. Le chef de l'État continue les salutations. Il salue la foule et le corps constitué. Peu à peu, le cortège présidentiel se rapproche de la place des Martyrs au cœur de Kaloum. L'ambiance devient encore plus vibrante. Les chants patriotiques se mêlent au youyou, les drapeaux s'agitent
avec intensité. Enfin, le chef de l'État salue les forces spéciales. L'ensemble, l'arme sur Paul, d'autres, reposez. Le véhicule de commandement du général Mamadi Doumbouya s'immobilise à l'instant aux abords de la rentrée de la place des Martyrs. Tous les regards convergent vers ce moment attendu. Le chef de l'État, le général de son véhicule dans un geste solennel. Il est accueilli par la gouverneure de la ville de Conakry, la générale. Présentez. Armes. Il va passer en revue la troupe. Il va d'abord procéder au salut du drapeau national, à la revue des troupes, rituel solennel qui réaffirme l'unité de la nation et la fidélité de l'armée. Aide-moi, aide-moi. Mais, ça pour moi. Non, mais ici. Non, c'est bon. C'est bon.
Sénégal, Barry III, homme politique, figure importante du mouvement indépendantiste. Lansana Béavogui, compagnon fidèle de Ahmed Sékou Touré, qui deviendra plus tard le Premier ministre. Saïfoulaye Diallo, parlementaire et cadre du PDG, acteur clé du non au référendum de 1958. Ou encore Karim Bangoura, engagé dans la lutte syndicale et politique. La Guinée a montré qu'elle ne cède pas face à l'oppression, qu'elle choisit la liberté, quelles qu'en soient les conséquences. Il faut aussi rappeler que l'indépendance de la Guinée a été fortement portée par le mouvement syndical, avec l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, dirigée par camarade Ahmed Sékou Touré lui-même. Les travailleurs, enseignants, paysans et étudiants ont joué un rôle déterminant en soutenant massivement le non au référendum du 28 septembre 1958. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême, cette fête nationale a retrouvé toute sa grandeur. Regardez comment le président de la République salue tout le monde avec dignité et proximité. Chaque geste est un message, un signe de respect pour nos martyrs, un encouragement pour les Guinéens et une promesse que la Guinée continuera de progresser unie et forte. Le salut du drapeau, la revue des troupes, chacune de ces étapes nous rappelle l'importance de l'ordre, du respect et de la discipline dans notre nation. C'est un moment où l'histoire, la mémoire et l'avenir se rencontrent et où chaque citoyen peut ressentir la grandeur de la Guinée. Pendant que nous célébrons notre indépendance, souvenons-nous que la Guinée n'est plus seulement libre politiquement, elle est désormais souveraine économiquement. Le méga-projet Simandou, le programme Simandou 2040, la réception des locomotives du Transguinéen et la notation souveraine B+, sont autant de preuves que notre pays avance avec force et ambition. Il salue maintenant les facilitatrices, nos héroïnes, nos anciennes. Regardez autour de vous la diversité de notre peuple, les jeunes, les anciens, les différentes régions représentées ici. Cette unité est notre force. Elle est le moteur de notre développement et le ciment de notre souveraineté. La Guinée est une et indivisible.
combattants que nous célébrons aujourd'hui, souvenons-nous également du courage des pères de l'indépendance. Sékou Touré et ses compagnons ont osé dire non à la colonisation. Ce non historique du 28 septembre 1958 continue de résonner et nous inspire à bâtir un futur prospère et souverain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre regard se tourne avec respect et gratitude vers ceux et celles qui ont porté l'honneur de notre nation sur leurs épaules. Nos anciens combattants, ces hommes et femmes, par leur courage et leur détermination, ont écrit les pages les plus glorieuses de notre histoire. À la tribune officielle, le président Mamadi Doumbouya s'agenouille auprès d'un des anciens combattants. Leur présence ici illumine cette cérémonie. Elle nous rappelle que la liberté et la paix dont nous jouissons aujourd'hui ne sont jamais acquises par hasard, mais sont le fruit de sacrifices immenses, souvent silencieux, parfois oubliés. Chacun de leurs pas, chaque bataille affrontée, chaque nuit passée loin de leur famille est un témoignage vivant de leur amour pour notre patrie. En vous voyant ici dignes et fiers, nous ressentons à la fois l'émotion et la responsabilité. L'émotion de savoir que vous avez tout donné pour notre avenir et la responsabilité de continuer à bâtir sur les fondations solides que vous avez posées. Vous êtes le lien vivant entre notre passé héroïque et notre présent plein d'espérance. À vous, anciens combattants, nous adressons notre hommage le plus profond. Votre courage inspire, votre dévouement élève et votre exemple demeure une lumière qui guide nos pas. Le président de la République s'est installé à la tribune officielle. Chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec une grande, immense joie et une grande fierté que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie marquant le 67e anniversaire de l'accession de la République de Guinée à la souveraineté nationale, acquise le 2 octobre 1958 grâce au courage, au patriotisme et au sacrifice héroïque de nos ancêtres et dévanciers. Placée sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission donc, nous vous demandons de nous accorder de dérouler cette cérémonie. Merci. Monsieur le Président, nous vous invitons à procéder au dépôt de la gerbe de fleurs. Merci. Le directeur général de la direction de communication et de l'information, Moussa Condé, vient d'inviter le couple présidentiel à procéder au dépôt de gerbes de fleurs. Le président de la République et son épouse, Madame Lauriane Doumbouya, se dirigent maintenant vers la place des Martyrs, dans le cœur même de la place des Martyrs.
Au cœur de cet espace historique, le chef de l'État s'incline devant la mémoire de nos héros. Il vient donc de procéder au dépôt de gerbes de fleurs en hommage à celles et ceux qui ont résisté. Le clairon résonne alors. Il entame une chanson émouvante, symbole de mémoire et de gratitude envers nos héros. Cette mélodie rappelle à tous les sacrifices consentis pour l'indépendance de la Guinée, le courage de ceux qui ont résisté à l'oppression et l'engagement de chaque génération à préserver la liberté et la dignité de la nation. Ainsi, 67 ans après l'indépendance, la Guinée reste fidèle à l'héritage des pères fondateurs, tout en s'inscrivant dans la modernité. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, notre pays célèbre aujourd'hui sa liberté politique, mais aussi sa souveraineté économique, conquise par le travail, la vision et la détermination. La Guinée d'hier a inspiré l'Afrique. La Guinée d'aujourd'hui inspire la confiance. La Guinée de demain, forte de ses enfants, marchera au premier rang des nations émergentes. Chers compatriotes, chers téléspectateurs et internautes, ainsi s'achève ce moment solennel de mémoire et de fierté avec le dépôt des gerbes de fleurs, de l'héritage de nos martyrs à la marche confiante vers la souveraineté économique. La Guinée a montré aujourd'hui qu'elle demeure fidèle à son passé tout en bâtissant son avenir. 67 ans après ce fameux nom historique du 28 septembre 1958, nous continuons de dire oui à la dignité, oui à l'unité nationale et oui au progrès partagé. Sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée avance, forte de ses valeurs, de ses ressources et surtout de son peuple. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi en direct ce moment solennel ici sur la RTG et sur les canaux officiels de la présidence de la République. Merci à celles et ceux qui, partout dans le monde, ont vibré à l'unisson avec la nation guinéenne. L'histoire continue de s'écrire. Elle s'écrit avec nous ensemble. La célébration du 67e anniversaire de l'indépendance se poursuit partout dans le pays. Vive la République, vive l'unité nationale et vive la souveraineté économique. Bon.
doucement, doucement.